vois, le monde se divise en deux catégories. Non, si. Oh! J'ai longtemps observé les humains. Alors moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Là, ça va faire du bruit. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. Mais enfin, Didi, il est 3h du matin. C'est toujours illégal de pratiquer une autopsie sur quelqu'un de vivant. Si une fille qui se trouve devant un garçon et qui lui demande de l'aimer, C'était votre sœur. J'ai pas de sœur. On va voir ce qu'on va voir. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Télé Sorbonne qui s'appelle On va voir ce qu'on va voir. Aujourd'hui, je suis avec Anaë et Maëlle et on va vous présenter Mickey 17 pour ma part. Anaë va vous présenter Un parfait inconnu et Maëlle va vous présenter Black Dog. Hi, Mickey. Are you experiencing any vertigo? I guess I am feeling a little dizzy. Oh, wow! Did you see that? Now, I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done? Donc moi, je vais vous présenter Mickey 17 qui a été réalisé par Bong Joon-ho et qui est sorti il y a quelques semaines en mars 2025. Donc Mickey 17, c'est une adaptation du roman qui s'appelle Mickey 7 de Edward Ashton qui est sorti en 2022. Donc pour le pitch rapide, donc Mickey est un remplaçable, donc c'est-à-dire que c'est une personne qui a été envoyée en mission spéciale dans l'espace avec pour but de servir de test face à l'inhospitalité d'une nouvelle planète. Au programme de ce film, une satire en parfait parallélisme avec notre société moderne, dans une atmosphère absurde où Robert Pattinson est roi. Mais dans ce film, il n'y a pas que Robert Pattinson comme acteur qui crève l'écran, car en vérité, toute la troupe d'acteurs, je pense, propose un jeu de haut niveau. Donc on a aussi Mark Ruffalo et Toni Collette qui nous offrent un couple au pouvoir qui résonne un peu avec le couple pouvoir actuellement aux États-Unis. Mais on a aussi Naomi Ackie, donc, qui est la partenaire de jeu de Robert Pattinson, qui propose aussi des réactions très justes face aux fourberies de Mickey, le personnage de Robert Pattinson. Pour moi, Mickey 17 est super comme film, surtout si on a vu Parasite, parce que ça permet de toujours avoir cette approche de la dualité des castes et de la dureté des ultra-riches envers les plus pauvres, mais d'un autre côté, on a aussi cette absurdité qui est là tout le film et qui, contrairement à Parasite, nous permet d'apprécier un peu plus le film avec un peu plus de légèreté. C'est-à-dire que pour moi, Parasite, on était vraiment ancré dans le film et on ressentait l'écrasement du poids de cette satire, tandis que pour Mickey 17, comme c'est dans un univers qui est par définition hors de la Terre, on se sent moins concerné et ça permet d'apprécier un petit peu plus l'absurde sans pourtant oublier la satire de notre société. Donc pour moi, je vous conseillerais d'aller voir Mickey 17, que vous ayez vu Parasite ou non, que vous ayez aimé ou non, parce que ça vous permet d'avoir une autre approche du style de Bong Joon-ho sans pour autant en sortir, mais qui permet une approche un peu plus légère et donc un peu plus grand public. Et pourtant, on garde ces codes principaux, donc, qui sont, encore une fois, la satire de la société et la preuve que les ultra-riches écrasent les plus pauvres de façon complètement volontaire et en le faisant passer pour de l'involontaire. Allez voir Mickey 17. I hear Bob is playing electric. Not on our stage, he isn't. Oh my God, it's Bob Dylan. Once upon a time, you're just so fine. They just want me singing Blowing in the Wind for the rest of my goddamn life. Then you. Well, this is gonna piss some people off. You came here with nothing but a guitar. You never talk about your family, your past. People make up their past, Sylvie. They remember what they want. They forget the rest. Alors moi, je vais vous parler de Un parfait inconnu, un film de Jace Mangold. C'est un film biographique sur Bob Dylan, c'est adapté du livre Bob Dylan Goes Electric, écrit par Elijah Wald. Dans ce film, il y a Timothée Chalamet qui joue Bob Dylan, Elle Fanning qui joue Sylvie Rousseau, sa copine de l'époque, Monica Barbaro qui joue Joan Baez et Edward Norton qui joue Pete Seeger. Alors pour vous résumer un peu le film, en 1961, Romer Zimmerman, qui se fera appeler ensuite Bob Dylan, se rend à New York. Il est très vite adopté par la scène folk new-yorkaise, principalement située à Green Village, où il fait des concerts avec notamment Joan Baez et Edward Norton. Dans la seconde partie des années 60, il va utiliser des instruments amplifiés de manière électrique, ce qui va choquer son audience et en décevoir certains au Newport Festival. Alors moi, j'ai trouvé ce film intéressant et j'ai passé un bon moment en le voyant, déjà par la place importante qui est donnée à la musique dans le film. Donc on peut entendre vraiment pas mal de musique de Bob Dylan tout au long du film qui sont chantées par Timothée Chalamet. La musique a une place très importante dans le film et j'ai trouvé ça super parce que ça nous permet d'entendre plusieurs musiques de ses différents albums, surtout des débuts. Ensuite, j'ai trouvé l'ambiance du film vraiment intéressante, une ambiance des années 60
particulière avec cette arrivée de Bob Dylan, la musique, la folk new-yorkaise. Ça me donne envie un peu d'y être. On y découvre aussi la réception du public de l'époque qui découvre Bob Dylan et son talent. Il arrive seulement à 19 ans à New York et il fait déjà succès sur la scène folk. Bob Dylan est présenté comme un personnage mystérieux. On y retrouve son génie, on le voit écrire des chansons, discuter musique avec plein des personnages du film. On passe un bon moment à le regarder, même si on n'en connaît pas beaucoup plus sur lui. On n'en apprend pas davantage sur sa vie et sur d'où il vient, mais on voit cette partie de sa vie où il écrit des chansons et où il performe ses musiques qui sont très connues encore jusqu'à maintenant. Donc pour conclure, je pense que je vous conseille d'aller voir ce film parce que j'y ai passé un bon moment. Et voilà. Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler aujourd'hui de Black Dog de Guan-Hu, sorti il y a peu maintenant en salle. Alors c'est l'histoire d'un homme qui sort tout juste de prison après plusieurs années de détention et qui revient dans sa ville natale, qui est aux portes du désert de Gobi, dans le nord de la Chine. Tandis qu'il travaille avec une patrouille locale chargée de se débarrasser des chiens qui vraiment envahissent la ville, il fait la rencontre d'un étrange chien noir, une autre âme solitaire à son image. Alors, ce qui est assez intéressant avec ce film, c'est que on voit assez peu finalement de films chinois s'exporter à l'international au vu de la censure et de tout ce que ça implique. Et ce film, il a quand même des accents d'un autre cinéaste que j'aime beaucoup qui s'appelle Wang Bing, cinéaste documentaire chinois qui a fait pas mal de documentaires justement sur la Chine et les marges en Chine, qui lui pour le coup a dû fuir la Chine suite aux persécutions du régime. Et là, dans ce film-là, le premier intérêt que j'y ai trouvé, c'est vraiment la manière dont il filme une Chine qu'on ne voit jamais, éloignée des grandes villes côtières, une Chine oubliée, la Chine oubliée de ses grandes mutations vers un capitalisme et un socialisme de marché à la fin des années 80-90 avec Deng Xiaoping et l'ouverture au libéralisme. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce que les délaissés de la mondialisation sont filmés dans le film, surtout que ça se passe au moment de la préparation des JO en 2008 à Pékin, et donc on voit comment est-ce que la ville tente un peu de s'adapter aux JO en construisant des infrastructures, mais aussi en rasant beaucoup de choses, et c'est vraiment une ville où la matérialité est assez présente et le film réussit à la restituer, cette matérialité, avec la poussière, avec le sang, avec la bave, avec l'urine. La première fois que Lang rencontre le chien noir, eh bien, il urine sur son territoire et il y a un peu ce jeu entre les fluides corporels et c'est vraiment assez intéressant de voir comment est-ce que cela est traité. Au-delà de ce petit microcosme-là chinois, on a quand même la nécessité, je pense, d'une relation entre Lang et le chien qui aurait pu être un peu plus poussée. On la perd de vue en moitié de film. Néanmoins, ce qui est toujours intéressant, et c'est une chose qui pour moi est essentielle quand on veut faire un film, c'est de créer des particularités, créer des singularités. Qu'est-ce qui fait la singularité de cette histoire ? Son lieu. On est près du désert de Gobi, avec cette poussière, ces tempêtes fréquentes, dans une ville délaissée, et surtout, on a des personnages extrêmement singuliers, notamment le personnage de l'oncle qui est joué par Jian Sanke, qui est aussi un autre grand réalisateur de cette nouvelle vague chinoise avec Wang Bing, qui a fait pas mal de films en ce sens. Et donc voilà, on a quand même un certain nombre de bons éléments qui font que ce film, il reste intéressant pour sa mise en scène, pour son caractère animalier, pour son caractère de fable tendre. Et je serais assez critique envers ceux qui disent que le film est trop niais, peut-être trop candide sur le monde. Je pense que c'est important d'avoir ce genre de film qui montre ce genre de Chine. Bien sûr que le film n'est pas aussi radical qu'un film de Wang Bing, bien sûr qu'il doit composer avec la censure chinoise, mais néanmoins, ça reste un film assez intéressant que je vous conseille de voir, notamment pour sa mise en scène, pour les sujets qu'il aborde, et surtout pour un certain nombre d'effets stylistiques sur la manière qu'on a de représenter ce peuple chinois qu'on voit bien trop peu. Donc voilà, c'était nos avis sur les 3 films. On espère qu'ils vous donneront envie d'aller les voir. Je vous dis à bientôt sur les autres podcasts de Télé Sorbonne.